Buonasera a tutti, ringraziabili di ritrovarci per i commenti dell'attualità. Questa sera solamente giornaliste, Patrick Vinciguer de RCFM, bonsoir. Bonsoir. Guillaume Padovani pour Corse Matin, bonsoir à vous Guillaume. Bonsoir. Et l'autre Jérôme, Paoli de Parole de Corse, bonsoir à vous également. Vous êtes à gauche sur ce plateau, ça vous fait drôle hein, quand même. Ah oui. Alors, c'est une belle expérience. À une semaine du premier tour d'élection présidentielle, pas d'invité politique, respect des contraintes concernant les temps de parole. Donc ce sont les observateurs qui s'exprimeront. Le vôtre, messieurs, n'est pas comptabilisé, puisqu'aucun de vous n'est candidat, il me semble. Alors, abordons donc l'actualité avec une situation qui ne s'apaise pas en Corse. Dimanche, des heures ont eu lieu devant la caserne des CRS à Foriani, tout comme à Aspret, à Ajaccio. Il y a certes de moindre intensité qu'il y a 2 semaines, mais la situation reste tendue et dimanche, une nouvelle manifestation se déroulera à Ajaccio. Alors, quasiment un mois après le drame de la prison d'Arles, la Corse n'est pas apaisée. Sommes-nous revenus aux années 80 avec un retour du combat armé, avec tout ce que cela implique, Patrick? Bon, les années 80, peut-être pas, parce que les années 80, ce qui marquait davantage, c'était la lutte clandestine. Et là, on s'aperçoit que c'est plutôt une violence émeutière, hein, comme la qualifient certains. C'est ce qu'on a vécu dimanche. Mais effectivement, on a tous les ingrédients d'une situation explosive en Corse, une situation de violence. Hein. Et justement, alors on a vu une violence de rue inorganisée. Hein, au départ, c'était le cas de la manifestation de Corté. Après, les autres rassemblements, comme à Calvi ou à Porto Riche. Et puis après, c'est un peu plus structuré, comme à la manifestation de Bastia, où on voyait quand même... La violence émeutière n'est pas forcément inorganisée. Voilà. Hein, mais est-ce que justement, hein, on ne peut pas arriver à une violence politique structurée et organisée par la suite? Parce que des manifestations, il ne va pas y en avoir toutes les semaines. Avec un retour de la lutte clandestine, par exemple. Ça peut alors de toute façon, c'était évidemment la raison d'être d'une certaine mouvance au sein des nationalistes. Donc effectivement, on peut peut-être se demander si le retour à la violence et le retour à la clandestinité ne sera pas possible, puisque on l'a vu, les discussions avec l'État s'engagent à peine, et on sait déjà que on a fait 2 pas en avant, on en a fait déjà un en arrière. Donc on verra bien ce que ces discussions donneront, mais il est évident que la tentation d'un retour à la clandestinité de certains est forte. De toute façon, elle existe. On a déjà un communiqué du FLNC qui date de 15 jours, qui menace de reprendre les armes. Je pensais plutôt que c'était d'opportunité, ça, pour ne pas être absent, parce que bon, on ne voyait pas trop de menaces. Oui, c'est à chaque rendez-vous, hein, à chaque rendez-vous important. C'est la jeunesse. Je crois que c'est on parle du FLNC, de la reprise, mais c'est la jeunesse, comment on la contient? Parce que si cette jeunesse est dans la rue, c'est qu'il y a des raisons aussi. Donc toute la difficulté, c'est qu'il n'y ait pas les débordements qu'on peut retrouver, même si on fait une analogie avec quand il y a des manifestations de gilets jaunes, des petits groupuscules derrière qui, après la manifestation, vont tout casser, les voitures dans la rue, finalement ça... Et donc c'est toute la canalisation de la jeunesse aujourd'hui, la problématique de fond. Après, qu'il y ait cette manifestation pour maintenir une pression dans la discussion, c'est assez cohérent. Mais comment... Qu'est-ce qu'on propose à la jeunesse aujourd'hui en Corse? Je pense aussi que le problème aujourd'hui de la situation, c'est la jeunesse. Le retour à la lutte armée, c'est possible. Hein. Bon, il y a des menaces qui existent. On a vu en début de semaine des attentats. On ne sait pas pour l'instant de quoi il s'agit précisément. Mais il ne faut pas oublier, Jean Vitus, que depuis une vingtaine d'années, les méthodes d'investigation ont évolué, notamment avec l'ADN, et que ça refroidit quand même quelques éventuels candidats à la clandestinité, parce que le risque est élevé de faire un séjour en prison. Hein. Bien sûr. Est-ce qu'on peut franchir un cap là? Parce qu'on a vu quand même à travers les manifestations une intensification de la violence quand même qui est très notable. Ce que disaient d'ailleurs les responsables policiers, c'était pas seulement des émeutes de fin de manif comme au moment des Gilets jaunes. Hein. Je pense qu'il y a un risque dimanche d'un vrai débordement. Et tout l'enjeu, y compris même de la classe politique, c'est d'appeler au calme, parce que le droit de manifester, il est incontestable, il n'est pas négociable, mais il ne faut pas que ça finisse en guérilla urbaine, c'est pas possible. Mais tout le monde a peur de ça, d'ailleurs. Hein. Il y a une vraie inquiétude. Hein, oui. Juste une petite parenthèse, cette guérilla urbaine n'est pas propre à la Corse. Cette semaine, on l'a oublié, en Seine-Saint-Denis, après... Non, c'est le niveau de violence qui n'est pas le même. Cette semaine, les 3 jours en Seine-Saint-Denis, après la mort d'un homme qui avait volé une voiture
voiture à Sevran est tué par un policier. D'ailleurs, le policier est en garde à vue, il y a une bavure. Ça a été énorme, hein. Ils ont même détourné un bus avec les passagers, ils ont fait descendre les passagers, et ils ont incendié le bus en pleine ville. Hein. C'est pas rien non plus. Hein. Alors, la colère, évidemment, on peut comparer les colères, mais évidemment, les résultats et les motivations sont très différents. Je ne compare pas les motivations, je compare l'intensité. Il est certain que les manifestations auxquelles on a assisté en Corse, on n'a pas eu affaire à des casseurs à proprement parler, comme on peut le voir. Vous n'avez pas de magasins vandalisés. Pas du tout. En matière d'intensité. Mais en matière de violence, en matière de détermination, en tout cas, ça se fait aussi ailleurs. Ça se fait ailleurs et les forces de l'ordre. Mais le point commun qu'on peut avoir sur ce qui se passe sur le continent et ici, c'est l'exaspération. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la manifestation et les débordements qui en découlent, c'est parce qu'il n'y a pas eu de discussion pendant 5 ans. Il y a eu un couvercle sur la cocotte. À un moment donné, la cocotte, elle saute. Et puis, il y a ces raisons, évidemment. Il y a la responsabilité. On l'a déjà fait le constat 1000 fois. On ne va pas y revenir. Sur 5 ans, il n'y a pas eu de discussion. Après, il y a notre propre responsabilité. Il ne faut pas ajouter à la responsabilité de l'État, qui est évidente, indéniable, les responsabilités ici. Il y en a certains qui jouent avec le feu. Il y a des c'est ce que je dis. Je dis que la classe politique, elle doit faire un appel au calme. C'est essentiel. C'est essentiel. Ne pas le voir, est-ce que la classe politique maîtrise quelque chose, y compris parmi ceux qui voudraient que les choses s'enveniment? On n'a pas l'impression. Qui voudraient bien peut-être prendre le mouvement à leur compte et essayer de le téléguider, c'est une chose. Qu'ils réussissent, c'est quand même autre chose. Mais c'est tout le problème, Jean Vitus. Normalement, l'interlocuteur, ce devrait être incontestable et incontesté. Ce devrait être Gilles Sémione, qui a été élu il y a 9 mois avec une majorité absolue, 43%. Or, on voit bien ces difficultés. Oui, sauf qu'il y a d'autres composantes dans la société et qu'il ne peut pas représenter lui non plus tout le monde. On ne peut pas substituer la démocratie des urnes par la démocratie de la rue. Il y a plusieurs problèmes. On ne peut pas faire abstraction, là où vous avez des jeunes qui se battent dans la rue, de ne pas non plus, d'une certaine manière, les intégrer, parce qu'à ce moment-là, vous les laissez tout seuls. Non, mais où je mettrais des petits guillemets, c'est qu'effectivement, l'interlocuteur, c'est le président de l'exécutif, il a été élu. Mais si on veut avoir un vrai projet à présenter, il faut qu'il y ait un consensus d'accord, mais ça, de l'ensemble. On le fait avec les autres organisations. Et pas que de la classe politique, on le fait avec les autres organisations politiques. S'il n'y a pas ça, ça ne marchera pas. Et ce qu'on appelle les forces vives. Mais cette semaine, on a bien vu les difficultés de Gilles Sémione et de la majorité territoriale à canaliser cette énergie qui va se manifester dimanche. Ils étaient opposés à cette manifestation de dimanche, ils n'ont pas pu l'empêcher. Il y a une canalisation de l'énergie, effectivement, mais il y a aussi des jeux politiques qui sont en train de se jouer, avec une déstabilisation aussi du président de l'exécutif. On va avancer sur ce sujet. Aussi, malheureusement. Vous avez devancé la deuxième partie. Alors évidemment, tout le monde pense que la seule solution pour sortir de la crise, c'est la discussion. Alors il y a Orival, Balintès, mais là encore, on pose aussi beaucoup de questions. Vous avez commencé à les poser. Celle de la participation donc des interlocuteurs. Et puis une qui est quand même essentielle. Est-ce qu'il s'agit d'une discussion ou d'un processus du type de celui de Matignon qui vise à résoudre le problème politique de fond, ou alors, pas seulement institutionnel d'ailleurs, ou alors c'est simplement l'élaboration d'un énième statut qui aura à peu près le même résultat ou tout simplement pour calmer l'incendie, pour éteindre l'incendie actuel. Oui, ça irait pas bien loin à ce moment. Pour éteindre l'incendie actuel, je pense qu'ils ont déjà fait preuve de cette motivation, puisque d'envoyer Gérald Darmanin tout de suite pour discuter, pour lâcher le mot autonomie dont on n'avait pas voulu entendre parler pendant 5 ans, simplement parce qu'il y a eu des violences, il y a une volonté évidente de vouloir simplement apaiser les choses. Mais ça, on ne peut pas leur le reprocher. Bien sûr que non. On a eu le même réflexe en Guadeloupe en décembre dernier. Mais complètement. Et les Guadeloupéens n'avaient jamais demandé l'autonomie. Et ils n'ont pas une majorité pour cela. Mais sur le fond, comment vous voyez les choses? Le processus de Matignon ou alors moi, honnêtement, je le vois mal engagé. Deux choses. D'abord, la manifestation de dimanche. Bon, la manifestation de dimanche, elle peut déjà faire échouer, capoter un processus qui n'a même pas commencé. Au-delà de ça... si une manifestation peut faire échouer un processus... Non, en cas de violence. Même en cas de violence. Rappelez-vous le processus de Matignon. Jospin le déclenche après qu'il y ait eu 2 attentats importants en plein jour. N'oublions pas... C'est une question de volonté. N'oublions pas les conclusions de la visite de Gérald Darmanin en Corse qui ont été co-signées par Gilles Sémione avec comme préalable le retour au calme. Mais peu importe. Ensuite, organiser une réunion le 8 avril, c'est-à-dire à l'avant-veille du premier tour... C'est pour amuser la galerie, on va monter faire quoi?
Bien sûr. En haut. On va discuter d'un statut d'autonomie qui va engager la Corse pour les 50 prochaines années. À l'avant-veille d'un premier tour, on ne sait même pas si Macron sera élu. Et Darmanin, ministre de l'Intérieur. Oui, mais ça, c'est une évidence que ça aboutira pas à grand-chose. Mais en revanche, le gouvernement ne peut pas laisser faire un silence radio jusqu'au lendemain des présidentielles. Bien sûr que non. Alors qu'il y a une crise ici, des manifestations, ils sont obligés de faire au moins une réunion. On sait que c'est pas là que ça va se passer. Mais ils peuvent pas dire maintenant on se revoit le 25 avril. Ça tient pas ici. Ils sont obligés de faire une réunion. Pas le 25 avril, il faut pas être après les dupe, législatives, Oui, si on même veut faire après les les choses législatives, correctement. bien sûr. Il ne faut pas être dupe justement de la situation. Effectivement, Jérôme, lorsque... On maintient le fil de discussion. On maintient le fil d'une discussion. Mais lorsque l'on voit aussi... Alors, il y a éteindre l'incendie tout de suite, maintenir le fil. Et lorsque l'on voit le président de la République qui recule immédiatement, qui met des lignes rouges tout de suite... alors qu'il sait que ce sont des revendications historiques. Et en tout cas, au moins donc 68% des Corses ont voté pour ces revendications-là, pour l'autonomie, le statut de résident à mon avis, et la co-officialité de la langue. Ce sera à vérifier. Que les gens ont bien voté pour oui, mais alors, s'ils avaient voté à 68% dans l'autre sens, on aurait bien dit les Corses... Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais si on prend le fait démocratique, au premier tour, le 10 avril, imaginons qu'à taux de participation comparable avec les territoriales, que Marine Le Pen arrive en tête alors qu'elle s'est prononcée très clairement contre l'autonomie, qu'est-ce qu'on en déduit? Que les Corses sont contre l'autonomie? Bon. Ah ouais, mais il y a un parce moment où c'est quand même M. Fachouillet qui doit donner une indication. Il y a une séparation historique des deux élections. C'est une indication, mais ça demeure à vérifier. Parce que vous aurez Le Pen très très forte au présidentiel, très certainement. Ah oui, 15 jours après aux législatives, je pense que le candidat du Rassemblement National fera ce qu'ont fait tous les autres candidats du Rassemblement National. Bien sûr. Donc bon. Non, mais tout ça pour dire que je pense qu'un jour, un véritable statut d'autonomie avec d'évolution de pouvoir normatif, ça doit passer par la validation d'un référendum. Sans doute. Il y a quand même au moins deux obstacles aujourd'hui à ces discussions, du côté de l'État, puis du côté de la Corse également. Du côté de l'État, on sent quand même que personne n'est vraiment au niveau de l'enjeu pour appréhender le problème politique, mais pas seulement politique, aussi culturel. On voit bien qu'il n'y a pas de dimension historique, on voit pas qu'il y a de dimension culturelle, il n'y a pas de vision globale. On a l'impression qu'on va examiner ça dossier par dossier, de façon très technocratique. Et puis du côté corse, on n'a pas l'impression de savoir ce que les uns et les autres veulent. Jérôme. Mais la question, c'est l'autonomie, ok, mais qu'est-ce qu'on met dedans? Tout le monde dit ça aujourd'hui. Parce que c'est le mot ok, mais concrètement, ça se décline comment? Et je pense que effectivement, c'est aux Corses d'arriver avec une proposition sur Paris. On ne va pas laisser faire Paris et leur dire parce que déjà ils font pas grand-chose. Une autonomie de plein mais ça droit. Veut rien dire ça veut rien dire. Ça a évidemment du sens, mais il faut densifier le contenu. Tant qu'il n'y a pas de contenu, personne ne peut prendre de position, y compris les Corses d'ailleurs. Une autonomie de plein droit et de plein exercice, sur le fond, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est l'autonomie la plus large possible. Oui, mais quoi? Ça, c'est le pouvoir législatif. Évidemment, mais il n'y a il n'y a que ça qui compte. C'est Van Damastor qui l'a bien rappelé. C'est le pouvoir législatif. C'est le seul sens juridique de l'autonomie. Il y a deux choses. Il y a aussi la revendication qui est mise en avant, c'est la reconnaissance du peuple corse. Mais que ce soit sur la reconnaissance du peuple corse ou sur le pouvoir législatif, ce sont deux notions qui ont été déjà votées par l'Assemblée nationale. Le premier en 91 avec le statut Joxe, le peuple corse, et le deuxième en 2002 avec le vote du statut Jospin. Et à chaque fois, c'est le Conseil constitutionnel qui a retoqué les deux notions. Mais ça a déjà été voté, donc politiquement accepté. Mais le plus important, n'est-ce pas, d'aller vers un statut d'autonomie avant de parler de reconnaissance du peuple corse? C'est ce que dit d'ailleurs Gilles Siméon sur la co-officialité et la reconnaissance du peuple corse. Il dit avançons et après on verra ça plus tard. Parce que ça risque d'être lié s'il y a une réforme constitutionnelle. Mais où je rejoins Jérôme, c'est qu'il y a une page blanche à écrire. Parce que l'évolution du pouvoir législatif, d'accord, mais on y met quoi? Par exemple, vous prenez l'urbanisme. Allez, on transfère la compétence de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire à la CDC. Mais est-ce que ça veut dire qu'on s'affranchit de la loi littorale, par exemple, ou de la loi montagne? C'est une loi organique qui doit le préciser par la suite. Il faut le préciser, mais tout ça est l'objet de discussion. On peut reprendre l'exemple sur la fiscalité, sur l'éducation nationale, qui paye les profs, qui établit les programmes scolaires. Tout ça, c'est à négocier dans le cadre d'une discussion sur l'autonomie. C'est un processus qui, s'il existe, durera plusieurs mois. Mais le problème de fond, c'est peut-être que
Parce que cette revendication de l'autonomie, on l'entend, c'est un bruit de fond permanent, okay, mais finalement, on n'a toujours pas de papier à proposer. C'est quand même ahurissant, quoi. Mais c'est ça, on ne l'est pas de ce côté-ci. On devrait déjà avoir un produit clé en main. En disant, on veut l'autonomie, voilà au moins ce qu'on demande. Après, il y a des arbitrages, des machins. Mais là, c'est on veut l'autonomie, et on ne sait pas... Et en face, on nous parle d'un statut à la polynésienne, alors sachant que le statut à la polynésienne a mis 10 ans au bas mot avant de se mettre en place. Et on nous explique que d'ici le mois de décembre, on aura calé le modèle. Non, justement, une question là-dessus sur le statut polynésien. Parce que Darmanin, dès qu'il est venu, il a parlé de ça. Donc on a l'impression que le cadre est déjà fixé. Un peu ce que fait Macron à chaque fois qu'il va discuter de quelque chose. On discute de tout, on fera tout ce qu'on voulait, mais on va faire ça. C'est exactement ça. C'est quand même un peu curieux. Mais il y a des préalables. Lorsqu'il parle de ligne rouge, bon, encore une fois, les présidents et les membres du gouvernement s'adressent d'abord à l'opinion française, nationale, avant de s'adresser aux Corses. C'est toujours pareil. Mais il est évident que je pense que ces lignes rouges demeureront. La co-officialité, il n'y a qu'une langue dans la République, c'est le français. Il n'y aura pas de négo. Je pense que voilà, la porte est déjà close. Sauf à introduire dans le temps, et c'est sans doute ce que certains veulent, une autodétermination, un processus d'autodétermination à terme. C'est ce que demande Corinne Front, c'est ce que demande Corsica Libre. Et peut-être que l'État, à un moment donné, sera contraint d'y venir. C'est très minoritaire encore, mais de l'autre côté de la Méditerranée, on l'a bien vu, le sondage de Corse Matin il y a 15 jours, 3 semaines, 35% des Français sont favorables à une indépendance de la Corse, alors qu'ici, au dernier ça fait 2 tiers qui sont contre. Non, ça fait 2 tiers qui sont contre. 35%, et puis surtout en Corse, c'est 15%. Il y a beaucoup d'ignorance parmi l'opinion française. Lorsqu'on les entend parler de la Corse et lorsque les élus eux-mêmes du gouvernement confondent volontairement ou pas autonomie, indépendance, on se dit que vraiment... Il y a surtout le réflexe que j'appellerais le réflexe Raymond Barre, s'ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent. Hein. Aussi. C'est un peu ça. Aussi. Alors c'est vrai que dans les processus de discussion en Corse, on en a connu beaucoup depuis ces 40-45 dernières années. Il y a eu 82 avec Defer et le premier statut particulier. Il y a eu 90 avec Jox. Oui. Et puis il y a eu Jospin aussi. À chaque fois, ça a échoué. Pourtant, il y avait une vraie volonté politique de la part de l'État. On ne peut pas dire le contraire. Là. C'est évident. Et pourquoi cette fois-ci... On parle de l'appareil d'État, mais lorsque vous avez le Conseil constitutionnel, je veux dire, là aussi, les différentes majorités peuvent se cacher derrière le Conseil constitutionnel en disant vous croyez que tous ces statuts, Guillaume, ont échoué, c'est parce qu'il n'y a pas eu officiellement la reconnaissance du peuple corse juridiquement? Vous pensez que ça aurait changé quelque chose? Non. Les statuts, mais tout simplement, les statuts ont échoué parce qu'il n'y avait... Alors, il y avait une volonté, c'est la vérité, de la part de la majorité nationale, mais la machine étatique a fait en sorte que tout cela échoue, puisque le Conseil constitutionnel a emporté la décision. Tout simplement. Et l'appareil d'État tel qu'il est construit ne permet pas aujourd'hui une évolution pour la Corse. Les statuts ne sont qu'un outil et celui à venir ne sera qu'un outil. Donc c'est ce qu'on en fait. Exactement. Non, mais c'est ce qu'on en fait. Mais la reconnaissance du peuple corse serait quand même une valeur symbolique extrêmement importante. On est tout à fait d'accord. Oui. Mais est-ce que c'est vraiment très très important aujourd'hui du point de vue juridique? On parle à longueur de journée, j'entends parler de peuple marcéiais, de peuple basquais, de peuple turc. C'est quand même pas la même chose. Je veux dire, est-ce que vous avez besoin de ça pour vous sentir corse? Voilà, après... Il y a quand même des notions juridiques qui sont après, je ne sais pas juridiquement ce que ça implique. Effectivement, ça peut avoir des implications, notamment pour la co-officialité, je ne sais pas. Non, évidemment, personne n'a besoin d'une reconnaissance du peuple corse pour savoir que nous appartenons à ce peuple. Ce n'est pas la question. Mais il est vrai que... Alors, c'est une revendication historique. C'est la vérité. C'est la vérité aussi que on est passé à 2 doigts de cette reconnaissance en 91 avec le statut Jox, et que politiquement... ça ne posait. Ça avait été acté. Ça avait été acté justement par la représentation nationale également. Consensus, et que ça faisait consensus. Maintenant, il est évident que si on peut avancer sur un véritable statut d'autonomie et savoir exactement ce que l'on y met, et notamment la compétence législative, si on peut affiner cette compétence qui paraît essentielle. Sans compétence législative, il n'y a pas d'autonomie, c'est simple.
Voilà. Et Pas de terme après, générique, Exactement. l'autonomie, hein. Exactement. On avance un peu, Allez. parce que toutes ces discussions, toutes ces On va y possibles revenir. seront avancées... clôturés le 25 avril après l'élection. c'est Voilà, ça va dépendre évidemment du résultat de l'élection présidentielle. Alors justement, on ne peut pas dire que celle-ci soit au cœur des préoccupations des Français en général et des Corses en particulier. On écoute quelques réactions recueillies à Bastia cette semaine. Je vote pas, ils sont tous pareils. À droite, à gauche, le milieu, ils sont tous pareils. Que des escrocs. Je pense pas voter, non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de candidat qui me ressemble. Je trouve pas mon candidat. Et puis bon, il s'occupe pas trop de nous, alors... Moi, personnellement, si je devais voter, je voterais en faisant un petit bulletin Yvon Colonne, voilà, un truc comme ça. Je pense qu'on n'est pas forcément écouté et que ça n'a pas forcément de poids, le vote. Moi, je suis pas sûr de voter pour la première fois, quoi. Bon, les thèmes écologiques, bien sûr, sont passés, alors que pour moi, c'est crucial, ils sont passés sous silence. Les thèmes météorologiques. Alors précisons pour être honnête que d'autres personnes interrogées, moins nombreuses, il est vrai, étaient décidées à aller voter, mais globalement, c'est la défiance qui domine. Le quinquennat écoulé explique cela, ou alors c'est essentiellement la conjoncture, le Covid, la guerre en Ukraine, puis la situation en Corse. Une lassitude, les gens n'en peuvent plus. Voilà, une lassitude absolue. Alors évidemment, une chape de plomb sur le contexte général, qui est franchement pas encourageant, évidemment. Mais là aussi, prenons les candidats un par un. Je pense qu'il n'y a jamais eu un tel niveau de médiocrité. Il faut le dire, à un moment donné, je veux dire, nous sommes des observateurs, on regarde tous les jours, nous essayons d'analyser les prises de position. Vous avez des noms? Enfin, 7 candidats sur les 12 aujourd'hui étaient déjà candidats en 2017. Hein. Oui, mais je veux dire, la représentation aujourd'hui, les thèmes qui sont abordés, les bourdes des uns et des autres, les saillies plus ou moins violentes, enfin... c'est une campagne... Enfin, le désintérêt, il n'est pas nouveau. Hein. Je crois qu'Emmanuel Macron, il n'a pas été élu avec beaucoup de... par rapport au corps électoral. Mais je crois que c'est à 20, il est moins de 20%. Non, mais personne ne il y a eu justement. 75% de participation, me semble-t-il, au second tour en 2017. Au deuxième tour. Mais justement, puisque vous parlez d'abstention, juste un rappel, les 5 derniers scrutins, mais en Corse, hein, la moyenne d'abstention pour la présidentielle, c'est 30,8. Le record, c'était 2002, 41,4 d'abstention. C'est circonstances particulières. Voilà, et il y a 5 ans, en 2017, l'abstention atteignait à peu près 32%, 31,9. Voilà, c'est juste le rappel. Alors, je ne sais pas, je m'avance peut-être un petit peu trop, mais je pense qu'on va battre un record d'abstention. On risque de battre un record d'abstention. Sans doute, après, d'abstention. précisons que c'est un désintérêt qui concerne toutes les élections. Tout à fait. Et plus encore pour les autres. Les régionales, le niveau national, c'était 30% de participation. Un désintérêt de la chose publique. Et nous, en Corse, on s'était distingué, parce que, me semble-t-il, on avait eu 56% de participation, ce qui était énorme. Hein. On s'était distingué en votant beaucoup plus qu'ailleurs. Non, mais l'abstention, c'est un problème tendanciel. Et qui concerne toutes les élections. Et moins la présidentielle que les autres. Hein. On va voir si ça se vérifie encore. Les électeurs ne trouvent plus de solution à leurs problèmes quotidiens. Et c'est quand même aux hommes politiques d'y répondre. On en revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que le problème, c'est la crédibilité de la parole politique. Bien sûr. C'est que les gens ne se reconnaissent pas, ou ne s'identifient pas, ou n'identifient pas quelqu'un qui peut les accompagner dans leur quotidien. Et ces gens, il y a une défiance du monde politique qui est pas récente et qui s'accentue d'année en année. Si les Corses doivent voter à l'élection présidentielle en ayant en tête l'intérêt de la Corse, c'est assez effrayant. Hein, ils peuvent voter, il paraît qu'on ne peut pas citer de nom, ils peuvent voter Jeannot puisqu'il propose l'autonomie. Le seul qui intègre la Corse dans son programme, c'est Mélenchon. Mélenchon et les autres et ont fait des promesses orales aussi. Et Yannick Jadot, ce sont les deux seuls qui proposent l'autonomie. Ouais. Et quel programme global pour tout le reste derrière? Et Philippe Poutou aussi. Autodétermination. Voilà. Enfin, c'est vrai que par rapport à ce risque d'abstention, cette réalité d'abstention, on l'a vu au régional, les politiques mettent en avant un certain nombre d'idées, alors des mesures pour favoriser la participation. Alors, je ne sais pas si c'est artificiel ou peut-être même un moment contre-productif. Le retour du vote par correspondance. Ça, c'est une riche idée. On a demandé de souvenir. Hein. Le vote électronique, là aussi, ou alors le vote obligatoire. La Corse. Il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça, Jean Vitus. Même si on est contaminé, on peut aller voter. C'est sorti. Hein. C'est vrai.
Donc c'est quand même exceptionnel. C'est vrai. Donc, Bon, les malades n'ont jamais été interdits de vote, Jérôme. Oui, mais enfin, on se souvient d'élections, on s'est même posé la question de savoir si s'il fallait maintenir des élections parce qu'il y avait le Covid et que là maintenant, même malade, on peut y aller tranquille. Donc il faut rassurer la population, c'est important. Non, mais les mesures, non, ça vous paraît pas, vote par correspondance, ça vous rappelle des Il y a souvenirs. Des mauvais souvenirs de fraude, pas que chez nous d'ailleurs. Non, bien sûr. Non, mais fraude massive en Corse et ailleurs. Et le vote électronique avec l'insécurité qui règne dans le numérique, Jérôme, qui est un spécialiste, pourrait nous en parler davantage. Bien sûr. C'est très, très, très risqué. Oui, mais après, c'est des outils qui existent dans d'autres pays. Non, mais nous allons y venir. Voilà, ça fait partie des nouvelles technologies. Pourquoi sûr. pas? Pourquoi pas? Le vote électronique, c'est pas quelque chose de forcément choquant. Ah non, ça ne me choque pas du tout. Je dis que c'est risqué quand même. Eh bien, ce sera la conclusion pour aujourd'hui. Messieurs, merci à tous les trois d'y avoir participé à cette émission riche et vos brillantes analyses. On ne se retrouve pas la semaine prochaine, puisque nous sommes à l'avant-veille du premier tour. Nous reviendrons donc d'ici 15 jours pour le commenter intanto. Buonasera a tutti.